mes amis Alioune et Mamadou Lamine Diallo de m'avoir saisi et de m'avoir parlé de la présence de notre collègue et ami, le professeur de situation en Guinée-Bissau. Comme je l'avais dit à Alioune, il m'a pris au collet dans un laps de temps extrêmement court, mais on a pu quand même nous organiser pour que la conférence se tienne et on a suffisamment diffusé. Je voudrais tout simplement profiter pour dire que demain aussi on aura ici une conférence importante qui sera donnée par le docteur Chérif Salefsi sur une question que j'avais soulevée alors qu'il était là pour autre chose. Je lui avais dit qu'il y a beaucoup de choses dont on parle, le public sénégalais n'en connaît absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire bien mal acquis? Qu'est-ce que ça veut dire un paradis fiscal pour le Sénégalais ordinaire? Qu'est-ce que ça veut dire un secret bancaire? Bon, dans un premier temps, il n'était pas très chaud parce que c'est d'actualité, il ne veut pas trop se mêler de ces choses, mais il a quand même accepté. Donc, la conférence d'aujourd'hui, quand on la terminera, on va s'apprêter à préparer celle de demain, intitulée Bien mal acquis, paradis fiscaux et secrets bancaires, ces pratiques qui siphonnent les économies du tiers-monde. Voilà, donc sans embâche, je vais passer la parole aux intervenants. Merci, chers collègues, d'être venus. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue et vous salue encore. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller du président de la République, mesdames, messieurs, chers amis, Thierno Diallo, nous commençons d'abord par vous dire bienvenue au Sénégal. Thierno, comme vous le savez, c'est un universitaire, un chercheur qui a enseigné à l'université d'abord en Guinée-Bissau et aujourd'hui il enseigne au Portugal. De toute façon, notre ami Mamadou Lamine Diallo viendra très largement sur la biographie de Thierno Diallo. Cabral, c'est un homme mythique. Je me rappelle, c'est une anecdote, en 1973, après l'assassinat de Cabral, j'étais jeune enseignant, jeune étudiant à Lyon. Il y a eu à Lyon une manifestation énorme et une conférence qui avait été animée pour la première fois. Je voyais 130 personnes de Michel Foucault pour protester, c'était à la Bourse du Travail de Lyon, pour protester contre l'assassinat de Cabral. Je pense qu'il avait surpris le monde entier quand c'est arrivé en Guinée. Rien que le questionnement sur l'assassinat de Cabral et ses effets encore aujourd'hui sur la situation en Guinée-Bissau, c'est tout un programme. Je pense qu'il y viendra. Il est évident que, après cela, à ma connaissance, il n'y a que Mme Bakary Sagna qui est morte de mort naturelle. Donc tous les autres chefs d'État en Guinée-Bissau ont été assassinés. Le jeu aussi, bien sûr, de Sékou Touré et des services secrets portugais. Mais Cabral, beaucoup de gens le connaissent, c'est celui qui a créé le PAIGC. C'est celui qui a formé d'éminentes personnalités lusophones. C'est Agostinho Neto, le Luis Andrade. Mais c'est bon également de s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y avait des divergences à l'intérieur du PAIGC. Les métis et les noirs. Contradiction. Mais Cabral, c'était un homme qui a su organiser un parti politique, engager la lutte de libération nationale et avoir la caution de la communauté internationale. Le PAIGC, qui était reconnu par les Nations Unies comme la seule organisation représentant le peuple bissau-guinéen et cap-verdien, PAIGC à l'époque. Donc,
je ne vais pas m'avancer trop, c'est un tout petit peu pour camper le débat, parce que Cabral c'était un poète, Cabral c'était un écrivain, Cabral c'était un idéologue, une grande référence, franchement, je dirais des élites politiques à l'époque, comme on parlerait de Kwame Nkrumah pour les anglophones. Donc c'est un thème qui nous semble extrêmement important à l'heure actuelle, où effectivement, dans le milieu lusophone aussi, nous avons aussi des crises, mais nous avons des pays qui montent, comme l'Angola. C'est très bien de connaître les pays lusophones. L'Angola avec ses prétentions diplomatiques qui s'étendent jusqu'ici en Afrique de l'Ouest, à côté, pour ne pas citer la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, et je dirais même maintenant le Sénégal. Donc sur ce, je vais passer la parole à mon ami et frère Mamadou Lamine Diallo pour vraiment faire rapidement la biographie de notre ami Thierno Diallo. Et je vois parmi nous M. Seydi Ndiaye avec sa casquette. Bonjour Seydi, qui est le secrétaire général du SAES, du syndicat de l'enseignement supérieur. Merci. Merci beaucoup à Kim. Merci beaucoup professeur Ousmane Sen d'avoir accepté d'abriter cette conférence dans vos locaux. Vous faites un travail important de dissémination de la connaissance, mais également de débat public sur des questions qui sont importantes. Vous l'avez déjà fait, je salue la présence de l'ambassadeur de Guinée-Bissau, son Excellence M. Idrissa Mbalo. Il y a dans le public des personnalités qui sont là. Nous avons eu la chance d'avoir un grand économiste avec nous, en plus, qui s'intéresse beaucoup aux questions d'intégration sous-régionale, Moubarak Lo, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Il y a notre ami M. Samad Mbake, Abdou Samad, qui dirige un parti politique, qui était un des membres fondateurs du M23, qui est là avec nous. Il y a le secrétaire général du SAES, le secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur. Beaucoup d'amis sont présents aujourd'hui. Et je crois que c'est important parce que le président de la République parle de bon voisinage. Il est en train de mettre ça en pratique. Et il est important, je crois, d'accompagner cela par le fait que les Sénégalais commencent à comprendre ou à connaître aussi les intellectuels de Guinée-Bissau. C'est le sens de cette conférence. Il y a au sud de notre pays, la Guinée-Bissau, dont on connaît l'importance pour le Sénégal. Je pense que ce n'est pas la peine de le rappeler ici, mais le Sénégal a joué un grand rôle dans le soutien au PAIGC. Nous avons abrité les bases du PAIGC, nous avons eu beaucoup de soutien, de manifestations. Toute notre jeunesse a été formée en particulier par cette lutte du PAIGC. C'est pourquoi Amical Cabral est pour nous une grande référence. C'est quelqu'un qu'on aime bien au Sénégal. Et maintenant, la Guinée-Bissau a évolué. Elle joue un rôle important, notamment dans ce qui se passe en Casamance. Et tout le monde le sait. Et donc, pour la recherche de la paix en Casamance, la Guinée-Bissau est extrêmement importante. Alors, nous avons pensé que Thierno Diallo est un jeune relativement, en tout cas, formé à l'école du PAIGC. C'est l'école pilote du PAIGC que Cabral avait créée, et il est sorti de là et il est allé compléter ses études en Suisse et il est devenu docteur en sciences politiques. Et il est revenu au pays à plusieurs occasions. Il a été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de son pays. Par la suite, avant ça, il avait été recteur de l'université de Bissau. Donc ils avaient un projet de mettre en place l'université de Guinée-Bissau. Et son Excellence, Idrissa Mbalo, était le recteur adjoint, le vice-recteur de l'université de Bissau. C'est aussi un chercheur qui est là avec nous c'est cet après-midi. Et c'est eux deux qui avaient donc le projet de mettre en place l'université de Bissau. Mais comme vous savez, avec les circonstances politico-économiques, le projet est un peu retardé. Et entre-temps, donc, le professeur Thierno Diallo est allé à Lisbonne
et il enseigne à l'université de Newborn des sciences politiques. Et là, avec la transition, il est revenu au pays, il nous en parlera, et il a écrit un ouvrage, il nous en dira un mot sur un peu la situation des questions identitaires en Guinée-Bissau. Comment tout cela influe sur le cours politique, comment tout cela influe sur l'après-Cabral. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était bon qu'il nous parle de son pays, de l'évolution politique, pour que les intellectuels sénégalais, les acteurs politiques, la société civile, qu'on comprenne mieux quelles sont les dynamiques en cours en Guinée-Bissau. Je crois qu'au sortir d'ici, nous apprendrons un peu plus sur ce pays, qui est très important pour nous, qui est très important pour la recherche de la paix, qui est très important pour nous, pour l'intégration sous-régionale. Voilà, donc sans tarder, je pense qu'on va lui donner la parole. Et après, on demandera à l'ambassadeur de vouloir dire un ou deux mots. Nous allons donc écouter le conférencier, le professeur Thierno Diarra. Peut-être une remarque. Ce livre-là ne doit pas rester en portugais. Il faut qu'on cherche, M. Lo est là, il faut qu'on cherche à traduire ça. On connaît déjà un éditeur Larbaton. Il faut qu'on voit des moyens de traduire ce livre-là pour que les francophones y aient accès. Elle a cassé. Voilà, maintenant je me tais. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers compatriotes bissau-guinéens ici présents, frères sénégalais. Permettez-moi tout d'abord de saluer son Excellence, notre ambassadeur Idrissa Embalo, qui est un collègue de long parcours académique, et de remercier M. Ousmane Sen, le professeur Ousmane Sen, qui est directeur du Centre de recherche ouest-africain, mon ami Mamadou Lamine Diallo, député, président du parti Teki, et M. Aline Tine, qui est le président du comité sénégalais des droits de l'homme. Donc, nous avoir donné cette possibilité, cette opportunité de partager avec vous le problème auquel, les réflexions sur la Guinée-Bissau. On m'a proposé de réfléchir avec vous l'héritage d'Amilcar Cabral et les dynamiques identitaires en Guinée-Bissau. Donc sans doute faisant un clin d'œil, Malamine est devenu un lusophile convaincu, donc il a pu prendre connaissance de mon ouvrage qui paradoxalement était en français. Donc c'est le résultat de ma thèse de doctorat à Genève qu'une fondation au Portugal appelée Carlos de Gulbenkian a découvert et ils m'ont dit bon, ça ne peut pas rester dans les tiroirs, on finance la traduction vers le portugais parce qu'il faut que notre communauté lusophone en prenne connaissance. Donc ils ont financé cette traduction vers le portugais et le livre est sorti en début d'année, l'année dernière, 2012, avec un titre un peu provocateur, le métis et le pouvoir. Donc c'est mystis si vous voulez, veut dire le métis et le pouvoir, les questions d'identité, de domination et de résistance en Guinée. On a la tradition d'être des résistants en Guinée-Bissau, donc on va voir jusqu'où on peut résister et contre quoi. Pour parler de l'héritage d'Amilcar Cabral, l'œuvre d'Amilcar Cabral, son héritage, pose plusieurs équations à ses camarades et compagnons, à ses héritiers que nous sommes, et à la société bissau-guinéenne dans son ensemble. Ces équations, je peux les résumer en quelques points. Premièrement, les questions identitaires. Le problème de conquête et gestion de la souveraineté. Nous avons été exemplaires dans la lutte contre le colonialisme et on va voir ce que nous avons fait de notre souveraineté. Les valeurs et visions que Cabral avait sur la construction d'une société en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Certaines de ces équations ont été menées avec brio
Je pense notamment à la lutte armée de libération nationale en Guinée et au Cap-Vert, qui fut exemplaire à tout point de vue. Ceci fut grâce au génie de Cabral, un homme hors pair, un théoricien, stratège, homme d'action et diplomate hors pair, fut une référence incontournable et incontestée de la lutte pour l'émancipation des peuples dans les années 60. La lutte armée en Guinée-Bissau, par son intensité et dynamisme, tant sur le plan militaire que diplomatique, fut le catalyseur de la révolution des œillets, le coup d'État du 25 avril au Portugal, qui a mis fin au régime salazariste et ayant conduit à l'indépendance des territoires sous la domination portugaise, notamment l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau et le Saint-Tomé et Principe. Je ne vais pas revenir sur cette histoire qui est bien connue de tous. En revanche, je vous propose de m'arrêter un peu sur les problèmes identitaires posés par le modèle de colonisation portugaise en Guinée. Il s'agit, comme vous savez, d'un colonialisme très particulier, pléthorique, rétrograde, archaïque, basé sur une pernicieuse doctrine appelée le lusotropicalisme, colonialisme dont Cabral, système colonial dont Cabral était le produit, l'incarnation et le principal contestataire et victime. Cette doctrine du lusotropicalisme est une réflexion théorico-idéologique, explicative et justificative de l'action des Portugais sous les tropiques. Il fut développé pour la première fois par le Brésilien Gilberto Freire dans son ouvrage en 1940 intitulé « Le monde que le Portugais a créé » ou « Monde du Portugais criou » et plus tard compléter cette réflexion dans un autre ouvrage qu'il a intitulé « Maître esclave, Casa Grande de Senzala », traduit en français par Roger Bastille. Donc cette doctrine prétendait que le colonialisme portugais n'était pas raciste. C'était simplement un fait culturel. Donc on retrouve ici le fameux dogme colonial de mission civilisatrice du Portugal et de toute colonisation. Nous assistons dans ce pays la mise sur place d'une société hiérarchisée, segmentée, ayant une structure pyramidale dans laquelle on trouve à 2 étages, si vous voulez, au sommet, les Blancs, toutes catégories confondues, qui étaient des civilisés. Au premier étage, on avait ce que nous appelions les assimilés. Les assimilés, on avait au sommet les métis et les noirs assimilés. Donc, un assimilé, c'est quoi? C'est une personne, la conception coloniale, c'est un Africain dont les liens culturels et sociaux avec les non-civilisés, membres de sa famille et de sa communauté, devaient être rompus pour assurer une place marginale à côté des civilisés. Ces personnes mises dans une telle situation étaient promues à une ségrégation sociale définitive, car ils ont été amenés à régner à leur identité, à leur communauté
sans pour autant appartenir et être totalement accepté au sein du groupe dit supérieur. Il y avait un certain nombre de critères qu'il fallait remplir pour bénéficier de ces statuts d'assimilé. Par exemple, cet Africain devait savoir lire et écrire correctement le portugais. Il devait être baptisé naturellement et convertir au christianisme, apprendre à manger à table, porter des noms européens, des civilisés. Nous avons des Barbosa, da Costa, da Silva, de Vieira, etc. Des noms, si vous voyez sur le papier, vous ne savez pas si vous avez affaire à un Européen ou à un Africain, et pourtant qui n'ont aucun lien de consanguinité avec les Européens, mais du fait culturel, donc, ils ont été amenés à renier à leur identité africaine pour devenir ce que le système colonial voulait qu'ils soient. Donc, l'une des originalités de Cabral, qui était un métis d'origine capverdienne, est né en Guinée-Bissau. À certaines époques, il a commencé à questionner ce dogme colonial, ce système pervers qui faisait des Africains des Noirs à peau blanche. Il a réussi, Cabral, c'est là une de ses originalités, à l'époque, un tour de force qui consistait à montrer aux assimilés combien il était ridicule de régner à son africanité pour essayer de devenir un blanc à peau noire. Donc, c'est une question où Cabral avait bien travaillé. D'ailleurs, ce qui différencie Cabral de beaucoup d'autres leaders révolutionnaires, c'est d'être un homme pragmatique, plus pragmatique que dogmatique. Il insistait beaucoup sur la question culturelle. Il a pris la question culturelle pour mettre ça au centre de sa réflexion. Parce qu'est-ce qu'il disait? Si vous voyez qu'un poignée de blancs arrive dans nos continents et qui arrive à nous dominer tous, c'est parce qu'ils nous ont attaqués là où nous sommes le plus sensibles à notre culture, qu'ils ont méprisé, dévalorisé. Donc il fallait retourner là. Au lieu de s'engouffrer dans des questions idéologiques du type marxisme-léninisme dont le peuple ne comprenait rien, il a utilisé l'arme culturelle pour affermir le nationalisme et mobiliser le petit peuple guinéen et capverdien, car nous sommes très peu nombreux, pour mener la lutte qui a été conduite en Guinée-Bissau. Donc, la Guinée-Bissau, ce petit pays au sud du Sénégal, une clave lusophone dans un monde francophone, a des caractéristiques uniques dans le contexte ouest-africain. C'est la seule qui réunit en elle un espace socio-culturel traditionnel avec deux composants, l'animiste et le musulman, et un autre espace social mestizo-créole. C'est le seul qui a cette caractéristique. Et en plus, c'est le seul pays de la sous-région qui a comme langue nationale le créole. Vous savez, de manière générale, le créole est en fait plutôt insulaire que continental. Mais nous avons une langue nationale créole devenue le premier indicateur de l'identité guinéenne. Parce que quand on dit qu'on est bissau-guinéen, qu'on ne parle pas créole, les gens vous regardent deux fois avant de vous croire. Donc, cette contradiction héritée de la colonisation, donc qui ont traversé le temps, devenant le principal clivage et fracture au sein du PAIGC, Mouvement de Libération Nationale. En effet, le clivage au sein du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, tout au long de son histoire, de son existence, aussi bien les autres mouvements nationalistes vis-à-vis du PAIGC n'ont jamais été idéologiques, mais essentiellement identitaires, opposant
le tenant de courant négrophile contre le métis et la perspective d'unité entre la Guinée et le Cap-Vert. Les Portugais ont bien su exploiter ces faits pour attiser les ressentiments entre les Guinéens et les Cap-Verdiens. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau fut pendant longtemps une colonie par Cap-Vert interposée, du moins jusqu'à 1879. Ce que René Plessier appelait une colonie, d'une misérable colonie. Ce n'était pas le Cap-Vert qui colonisait la Guinée, mais c'est par l'intermédiaire de Cap-Verdien que les Portugais géraient la colonie bissau-africaine. D'ailleurs, vous savez bien que depuis le XVe siècle, cette partie de l'Afrique où nous sommes s'appelait Rios de la Guinée du Cap-Vert, c'est-à-dire fleuve de Guinée du Cap-Vert, une région qui allait du fleuve Sénégal jusqu'en Sierra Leone. C'est-à-dire, c'est à cause des faiblesses de la présence portugaise sur place que les Cap-Verdiens furent massivement utilisés dans la gestion administrative et technocratique de l'État colonial en Guinée. Et cette collaboration a laissé des traces et des ressentiments très profonds dans la mémoire collective guinéenne et fait en sorte que le mouvement armé n'a pas pu complètement effacer cette situation. D'ailleurs, l'OTAN soutient que cet élément a constitué le mobile pour le passage à l'acte des éléments dissidents du PAIGC qui ont assassiné Cabral le 20 janvier 1973. Le fait qu'il soit métis et qu'on sache qu'on nous a dit qu'après l'indépendance, c'est les métis qui vont remplacer le portugais, etc. Donc, ce clivage entre les noirs et les métis, Cabral en fut victime, n'est-ce pas? Donc, victime de toutes ces contradictions que nous avons héritées de la colonisation portugaise. Encore à nos jours, ces survivances de ces clivages sociaux hérités de cette colonisation amènent à certains milieux bissau-guinéens à estimer qu'il y ait des domaines et des privilèges réservés à certains à cause de leurs origines et de leurs conditions sociales. Donc nous avons encore des problèmes internes. On discutait tout à l'heure avec le professeur directeur centre. Nous disons, on parle de panafricanisme d'une manière générale, mais en oubliant parfois les propres contradictions internes à chaque société. Donc nous avons les nôtres, comme chaque pays a les siens. Il faut faire en sorte que dans ce pays-là, nul ne soit jugé en fonction de ses origines, mais plutôt en fonction de ses compétences, en fonction de ses aspirations, n'est-ce pas, qui toute citoyenne ait des opportunités que la société peut offrir. Tout ce que je viens de vous dire jusque-là appartient au passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous reste d'Amilcar Cabral? Cette grande figure mythique qui est patrimoine africain et mondial. C'est le plus grand théoricien des mouvements de libération du tiers-monde. Qu'est-ce qui nous reste de Cabral? Qu'avons-nous fait de son héritage, de ses enseignements, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui? C'est des questions qui nous interpellent. Un pays qui a eu Cabral, qui se trouve dans la situation où est la Guinée-Bissau, qu'avons-nous fait pendant ces presque 40 années que le pays est devenu souverain et indépendant?
je veux, pour ne pas rester très théorique, vous citer simplement quelques éléments hérités de Cabral. Au niveau organisationnel, un embryon d'État, un parti politique et une armée. Je ne parlerai pas de ces pensées qui est quelque chose de très profond, qui nous donnerait beaucoup de temps, mais en termes concrets. Par rapport à l'État, il nous a laissé un modèle embryonnaire d'État alternatif à l'État colonial, implanté dans des zones libérées, contrôlées par le PAIGC. Vous savez, pendant la guerre, il y a certaines régions, le PAIGC contrôlait, et dans ces régions-là, il a mis en place une structure étatique qui faisait le contrepoint alternatif à l'État colonial qui contrôlait le reste du pays. Mais à l'indépendance, il n'a pas été possible de transposer ce laboratoire d'État, ce modèle de base basé sur une économie de guerre et troc, et ces institutions révolutionnaires et militarisées sur l'ensemble national, sur l'ensemble du pays. Par conséquent, il a été maintenu l'appareil de l'État colonial sans l'indispensable aménagement pour l'adapter à la réalité de l'État indépendant et souverain. C'est pour ces raisons d'ailleurs que nous avons ce qu'aujourd'hui beaucoup considèrent comme un État fragile, pour ne pas dire un État en faillite. Donc nous sommes confrontés par rapport à cette question que Cabral avait initiée, l'organisation d'un État, à un défi considérable que moi j'appelle la refondation de l'État bissau-guinéen. C'est plus qu'une simple réforme. C'est la refondation qui se pose, n'est-ce pas, qui va falloir que la Guinée-Bissau revoie complètement, de fond en comble, la technostructure de l'État ainsi que la législation et son mode de fonctionnement. C'est un défi considérable pour notre existence. Le parti PAIGC dont on entend parler, Parti africain pour l'indépendance de Guinée et Cap-Vert, le sigle Cap-Vert est aujourd'hui anachronique parce que depuis le coup d'État du 14 novembre 1980, qui a mis fin au projet d'unité Guinée-Cap-Vert, donc l'aile capverdienne s'est détachée, ils ont créé le PAICV, le Parti africain pour l'indépendance de Cap-Vert, et en Guinée-Bissau, pour des raisons historiques, ils ont préféré garder le sigle C de Cap-Vert, mais en réalité, bon, il y a eu quelques malentendus, mais bon, ils ont fini par laisser ça tel quel. Donc, le PAIGC a aujourd'hui tous les pays du monde pour se réformer et se débarrasser de son côté machine de guerre et devenir un véritable instrument politique de développement. C'est un mouvement de libération devenu parti-État, devenu parti politique, mais avec une dimension machine de guerre très importante que pose encore certains problèmes à ce parti. Ces contradictions et clivages sont profonds et le défi de son redressement gigantesque. C'est un parti le plus important dont les problèmes deviennent des problèmes nationaux, transborde le parti et qui devient le problème de tout le pays. C'est un parti historique, comme j'ai dit, mais qui souffre aujourd'hui des divisions internes en plusieurs factions, l'absence d'un leader charismatique et consensuel et incontesté, et disposant d'une vision claire du modèle de société à édifier en Guinée-Bissau. Quant aux militaires, l'armée, initialement c'était les FARC, les forces armées révolutionnaires de peuple, que Cabral considérait comme c'était un ancien bras armé du PAIGC.
Bon, il y a eu le divorce depuis entre le PAIGC et l'armée. Mais Cabral disait que ces militaires étaient des militants armés. Donc, il y a toujours existé en Guinée-Bissau une tradition d'une certaine promiscuité entre le militaire et le politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le bras armé du PAIGC était des militants armés. Donc il y a eu toute cette habitude de militaires qui côtoient les politiques et parfois se confondent. Ils sont militaires ou politiques. Donc c'est une longue tradition qui en partie résulte aussi, c'est un héritage de Cabral, dans son souci de politiser le bras armé du mouvement de libération nationale. Aujourd'hui, le grand défi auquel la Guinée-Bissau est confrontée est celui de la réforme et modernisation de cette armée. Il y a urgence d'adapter cette armée aux réels besoins sécuritaires du pays en la redimensionnant, en la donnant une meilleure formation, en créant de meilleures conditions dans la caserne, en faisant en sorte qu'elle reflète dans sa composition le pays dans toute sa diversité et qu'elle ne soit pas une armée dominée par une certaine identité nationale au détriment des autres. Donc l'armée est le reflet normalement de l'identité d'un pays dans son ensemble. Donc il en va de la stabilité du pays et de notre avenir tout court. D'autres problèmes, d'autres héritages que je pouvais citer de Cabral, notamment dans le domaine social, j'ai discuté avec mon ami, l'éducation par exemple. Nous avons compris en Guinée-Bissau que si on peut libérer un pays en armant des gens non instruits, pour le développer, il faut absolument miser sur l'éducation. On ne peut pas développer un pays avec des analphabètes. Cabral, à son époque, avait eu la précaution de créer dans les zones libérées un système éducatif alternatif. Les internats dans toutes les régions libérées et certaines écoles secondaires, l'école pilote à Conakry, Teranga, Ziguinchor, pour former des enfants, des combattants et des paysans. Nous sommes produits de cette politique. Nous venons de ces internats. Donc, après l'indépendance, on était installés dans plusieurs régions du pays. Aujourd'hui, avec le temps, ils ont démantelé ça. Et le résultat, c'est que nous avons des centaines de milliers de jeunes errants dans nos villes, à Bissau, même ici à Dakar, des enfants orphelins, des parents pauvres ou des talibés qui sont là, qui posent des problèmes à l'État sénégalais et à la société, qui devraient être à l'école. Nous pensons que c'est très urgent de reprendre cet héritage de Cabral pour préparer, donner un avenir à ces jeunes-là. Enfin, le dernier grand défi de la classe politique bissau-guinéenne que nous devons faire face, c'est celui de notre capacité d'aller au-delà de Cabral. Cabral fut un grand leader, un révolutionnaire, un humaniste, un visionnaire, mais des années 60. Et le monde a beaucoup changé depuis. Les défis sont autres. Nous avons malheureusement à Bissau beaucoup de gens, l'élite, les intellectuels, qui passent leur temps à répéter Cabral, mais sans comprendre la profondeur de sa pensée et sans être capable de servir de ces enseignements pour aller au-delà, pour faire face aux exigences de nos jours, de nos temps. Et ça, c'est notre capacité aujourd'hui qui est mise en cause. Comment aller au-delà de Cabral pour régler le problème auquel nous sommes confrontés pour construire une société
harmonieuse, apaisée, crédible, réconciliée avec elle-même et avec ses voisins. Voilà ce que je voulais vous dire, que 40 ans après notre indépendance, nous sommes confrontés aux défis qui sont les nôtres. Donc je ne vais pas trop abuser de votre temps. C'est quelques pistes de réflexion que je voulais laisser à votre considération, en restant à votre disposition, naturellement, pour toutes sortes de questions que je serai à même de répondre. Merci. Merci beaucoup, professeur. Avant de donner la parole à son Excellence l'ambassadeur Louis Sambalo, je voudrais saluer la présence du député Mamadou Diop Decroix, ancien ministre. Il en parlera certainement. Je pense qu'il avait été arrêté, il connaît bien le problème du PAIGC lors de sa jeunesse. Il pourra donc en parler et je suppose que cet amour profond qu'il a pour Cabral, dont je parlais tout à l'heure, a fait qu'effectivement il a fait le déplacement. Je voudrais également saluer la forte présence du syndicat des ferrailleurs du Bourg-Canton du Sénégal. Ils sont venus en masse et ils sont en lutte, vous le savez. Il y a un gros problème de la ferraille au Sénégal. Le gouvernement a pris la décision d'arrêter les exportations. Vous devez savoir qu'une partie de la ferraille exportée au Sénégal vient de Guinée-Bissau aussi. Beaucoup de gens de Guinée-Bissau vivent de ça. Il faut savoir que ceux qui vivent de la ferraille peuvent avoir entre 50 et 60 000 francs par mois. Et donc c'est beaucoup d'argent dans le pays où beaucoup de gens n'ont pas ça. La décision du gouvernement est extrêmement brutale et j'ai bon espoir qu'elle reviendra sur cette décision pour permettre donc à ces femmes et à ces hommes de pouvoir continuer à vivre. Naturellement, la volonté du gouvernement d'avoir des fonderies, une métallurgie est à saluer. On ne peut pas ne pas aller vers l'industrialisation. Mais il y a des phases de transition qu'il faut respecter pour aller là-bas et ne pas évidemment... Excellence, je vous donne la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci, professeur Thierno Diallo, pour cette excellente intervention. Nous ne connaissons pas de façon de ne sommes pas. Merci, monsieur le directeur de cette grande institution, de me donner l'occasion d'être ici avec vous, finalement en paix dans les milieux académiques que je connais, parce qu'ici je me sens comme un poisson dans l'eau. Et je vous remercie beaucoup, merci monsieur Diallo et monsieur le député qui sont ici, le consulaire, monsieur le président, et pour l'assistance. Je voudrais vous dire qu'il reste beaucoup de choses à connaître pour Badami Katabra, Guinée-Bissau. Et justement, le choisir de M. Thierno Diallo, c'est excellent parce que lui-même, il est venu de l'école de Cabral, de l'école référentielle de Cabral qui s'appelle Scola Piloto. C'est là qu'il a commencé, c'est à partir de là qu'il a pris les bases. Toutes les choses qu'il est aujourd'hui, avec le premier naturellement. Et je vais remercier la présence de notre compatriote et frère, ingénieur Jules Barbet, directeur exécutif de l'agence de coopération Guinée-Bissau-Sénégal, Sénégal-Guinée-Bissau. C'est lui qui est le patron de tous les pétroliers de Guinée-Bissau qui va venir. Et Inch'Allah, il est là. Et je voulais vous dire que nous, Bissau-Guinéens, nous nous sentons très bien ici à Sénégal. Nous nous sentons ici vraiment chez nous. C'est ça que je sens chaque jour. Parce que les jours que j'ai donné mon cadre de créance
à sa excellence, monsieur le président de la République, Moussa, il a dit, non, monsieur l'ambassadeur, ici, c'est chez vous. Si vous vous considérez ici comme un étranger, c'est votre problème. Ça me fait très bien. Et vraiment, c'est ça que je vis chaque jour, au niveau institutionnel, au niveau des sociétés sénégalaises, partout où je me trouve, partout où nous nous trouvons, nous nous sentons vraiment comment chez nous à Guinée-Bissau. La présence bissau-guinéenne ici, c'est évident, le respect, la solidarité, c'est évident. Même l'image d'Amilcar Cabral, on peut le voir partout, et ça c'est formidable. Et je voudrais dire ici, comme le professeur a dit, le professeur Thierry Diallo, que la question du Guinée-Bissau, c'est une question atypique, comme dans le contexte ouest-africain surtout. C'est un pays qui s'est venu, qui est né avec un parcours, c'est portugais, qui s'est parcours très difficile, et une lutte de libération nationale. C'est ça autre chose que nous pensons du Gambie, du Sénégal, du Conakry, d'autres pays, parce que 12 ans de lutte de libération avec une Genève qui était 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui n'a pris rien parce que nous n'avons pas d'autre opportunité qui prendre l'arme, les Kalachnikov, pour pouvoir lutter contre la colonisation, le colonialisme portugais. Et c'est ça qui a fait PAGC une machine de guerre politique, de guerre diplomatique, mais surtout de guerre armée. Et cette chaîne-là, qui aujourd'hui sont hommes âgés, et malheureusement, nous n'avons pas l'opportunité de faire autre chose que ça. L'erreur que nous avons vue, mais aussi que la communauté internationale n'avait pas entendu intervenir à temps utile, c'est de nous aider de réformer cette armée, de nous aider de réformer cette machine de guerre. Parce que l'expression de cette machine de guerre, c'est l'armée de Bissau-Guinée. Mais les batailles, ce n'est pas perdu. C'est justement pourquoi que nous sommes ici, pour nous aider à rencontrer une façon de réformer cette armée, de réformer ce pays, de comprendre l'élément, les caractéristiques atypiques de Guinée-Bissau qui a fait une histoire très, très, très spéciale. Parce que le professeur a référé ici que le 25 d'avril, la révolution portugaise, le 25 avril 1994, a conduit l'indépendance des pays portugais qu'on était colonisés comme Portugal, un pays africain qu'on était colonisé pour Portugal, Angola, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mozambique, Saint-Tomé et Principe. Mais aussi, c'est la lutte de libération de ces pays qui ont originé les révolutions portugaises du 25 avril, surtout la lutte de libération à Guinée-Bissau. Ça aussi, c'est une matière qu'on doit avoir, qu'on doit étudier, qu'on doit débattre pour comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Guinée-Bissau. Merci beaucoup à tous les gens, merci beaucoup spécialement pour ce témoignage. Dans l'obligation de modérer cette conférence. M. Alioune Tine a une urgence diplomatique, je dois dire, et il a demandé la permission de se rendre à ce rendez-vous et de revenir nous rencontrer. Nous allons donner la parole au public. Je pense que l'ambassadeur a salué la présence de M. Julio Baldé, qui est le secrétaire général de l'agence de coopération Sénégal-Guinée-Bissau, qui n'est peut-être pas très connu au Sénégal, mais c'est bon de connaître, parce que cette agence qui appartient à la fois au Sénégal et à la Guinée-Bissau, si je me trompe, qui gère le pétrole qu'il y a dans ce qu'on appelle le Dôme Flore, en tout cas dans la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il y a beaucoup de pétrole là-bas, mais malheureusement c'est encore du pétrole lourd
Et on espère que les ingénieurs vont trouver la formule pour pouvoir l'exploiter rapidement au bénéfice de nos peuples. Également, ils gèrent des zones de pêche dans cette zone de licence de pêche. Donc c'est une agence extrêmement importante qui montre un peu comment les pays peuvent gérer des ressources naturelles dans des zones qui peuvent être litigieuses. Dans d'autres endroits, entre le Cameroun et le Nigeria, vous avez la zone de Bakassi, mais c'est pratiquement la guerre, je crois. Dans d'autres pays, nous voyons ça en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais ici, nous avons trouvé une formule. Je pense que c'est bon de connaître ça. M. Julio Baldé n'est pas très connu par les journalistes, il se cache. Ce serait bon de temps en temps de l'écouter, parce que c'est un exemple à suivre, je pense. Donc, je donne la parole à l'Assemblée. Le professeur indiqué rapidement, je dois dire, quel est l'héritage de Cabral. Qui c'est Cabral d'abord, ensuite quel est son héritage, les défis auxquels ils ont été confrontés, les problèmes d'identité entre les métis, les assimilés et les autres. Il a également parlé rapidement de l'armée, de l'administration et de l'éducation en particulier, qui sont des héritages en tout cas qui ont été un peu chahutés par la suite. Que donc eux-mêmes aujourd'hui sont confrontés à l'après-Cabral. Ils doivent donc construire une démocratie, ils doivent réformer l'armée, l'ambassadeur a beaucoup insisté là-dessus. Ils doivent également construire une administration efficace. Voilà les défis auxquels ils sont confrontés. Je crois qu'ils peuvent compter avec la solidarité du peuple sénégalais ainsi que de l'État et du gouvernement. Voilà, cela dit, je donne la parole à la salle. Ceux qui veulent s'inscrire, poser des questions, faire des commentaires. Donc je salue d'abord son excellence l'ambassadeur de Guinée-Bissau du Sénégal. Saluer notre collègue aussi, le professeur Diallo, le remercier pour sa présentation. Féliciter une fois de plus notre collègue Ousmane Sène. Je lui dis que chaque fois que je viens ici, je suis à la fois exalté pour ce genre de rencontre, mais je suis quelque part aussi triste parce que c'est des choses qui devraient pouvoir se faire aussi dans l'espace universitaire et qui ne se font jamais. Donc, je vous félicite beaucoup, je vous encourage. Moi, je viens tout le temps ici parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Et je suis fier aussi qu'il y ait des chercheurs sur le président, y compris mon ami aussi. On l'oublie souvent, on voit que sur le politicien, moi je préfère parler de chercheurs. Bon, monsieur le professeur Diallo, vous avez parlé du colonialisme rétrograde. Ça m'a un peu critiqué parce que, comme s'il y en avait qui ne l'étaient pas, qui seraient peut-être autre chose que rétrograde. Je dois dire aussi que Amilcar Cabral, c'est quelqu'un qui nous a marqué au Sénégal, parce que si vous dites Cabral, ça se rapporte à un bonnet qui porte. Donc quand on est des jeunes, tout le monde se faisait vraiment plaisir, vraiment dire le plus sourire, d'avoir ce bonnet-là sur la tête. On l'appelait Cabral. Je suis amené. Pourtant on est des jeunes, on avait 12 ans, mais pour dire que ce qu'il faisait avait déjà traversé les frontières et entré profondément dans nos êtres. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom Cabral, je me dis que quel soit le temps, je viendrai écouter et je regrette pas. Quand je passe rapidement sur votre présentation, je suis en train de faire des parallèles. Parce que quand vous parlez de la domination donc, de la Guinée-Bissau par l'intermédiaire du Cabral, ça m'a un peu rappelé aussi, à un moment donné, le colonialisme français aussi, où les Sénégalais justement étaient utilisés un peu pour faire l'expansion, disons, de la culture française pour être formés eux-mêmes à l'école française. Et vous avez aussi regretté comme nous le fait de ne pas avoir pu transposer, parce que dans les autres nouvelles libérations, on ne pense jamais à l'après-libération. Et c'est ce qui pose souvent les problèmes, notamment au Zimbabwe et autre part, où les gens sont battus. Et après, on a vu ce qui s'est passé. Il y a d'autres exemples aussi. Et malheureusement, pourquoi ça n'a pas pu être transposé?
jusqu'à ce qu'on ait les conséquences d'aujourd'hui, ou qu'il disait que tous les partenaires de l'État ont fini par être assassinés. Ça aussi, c'est un problème. Et surtout aussi l'armée, la question de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'armée guinéenne, mais moi je suis en train de parler de nos armées. Quand je pense donc, à la situation au Nord Mali, on est obligé donc, de rappeler l'ancien colon pour venir défendre. Et ça, c'est quelque chose de très choquant. C'est-à-dire que l'armée africaine, ou bien au moins dans la sous-région, est encore à construire. Et qu'aujourd'hui, peut-être que justement, aucune armée, vu la géopolitique actuellement et les intérêts, surtout les puissances coloniales, parce que moi je ne suis pas convaincu que la situation au Nord Mali est tombée comme ça par hasard, vu les enjeux qu'il y a beaucoup. Donc cette armée africaine, au moins sous-régionale, est à construire aujourd'hui. Et je voudrais finir par ce qui m'intéresse le plus, en réalité, enfin, je me concerne directement, je veux dire l'éducation. Et je crois que nous avons rencontré l'an dernier, lors du programme de l'UEMOA pour l'enseignement supérieur, donc les collègues de Guinée-Bissau, ils ont parlé du fait de l'université, en fait, ils ne sont pas encore. C'est vraiment un embryon. Et je crois que ce genre de rencontre peut nous permettre justement de penser à comment, plus maintenant le fait que le SAES a organisé, disons, un séminaire l'an dernier, par exemple, pour construire l'espace du CANES, n'est-ce pas, pour arriver justement à aider la Guinée-Bissau et les autres pays comme la Guinée-Bissau, on peut, dans ce cas aussi, pour l'enseignement supérieur, construire des nouveaux systèmes d'enseignement supérieur dans l'espace du CANES. Et je pense qu'au-delà de cela, c'est comme cela que nous allons finir par construire l'unité africaine, donc notre armée africaine, etc. Mais ce n'est pas à travers des politiciens que nous avons dans nos différents pays, qui ne sont pas prêts à léguer le passé de pouvoir. Je pense qu'on y arrivera difficilement. Et pour finir, je veux taquiner simplement mon ami Boudin Diallo, parce qu'avec les ferrailles qui sont venues, je soutiens en tant que ça, bien sûr, la lutte qu'il mène, évidemment. Et j'aurais aimé qu'on puisse avoir quelqu'un, comme Boudin Diallo, qui puisse donner une caution pour que les luttes des syndicats d'enseignants ne soient plus considérées comme telles qu'elles sont considérées aujourd'hui, comme des luttes qui en réalité prennent en otage, soi-disant, des étudiants, des élèves, etc. On puisse reconnaître aussi que les enseignants doivent pouvoir donner des luttes. Comme les ferrailleurs, on doit donner des luttes. Ça aussi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un jour. Merci. Docteur Pierre Diallo, pour cette première présentation que nous venons de faire sur l'État du Cabral. Mais d'abord, je pense aussi qu'il faut vraiment féliciter le centre, le West African Research Center pour cette initiative. Parce que vraiment nous sommes là. Moi je suis à Dakar, déjà je ne peux même pas dire, je n'ose même pas dire parce que les gens vont dire, il est 12 ans. Mais c'est la première fois que j'ai cette occasion de partager la discussion intellectuelle entre nos collègues, nos amis, nos frères du Sénégal et la Guinée-Bissau. Ça c'est très rare. C'est pourquoi nous pensons que vraiment notre intégration doit passer pour ça, pour ces valeurs intellectuelles. Les gens qui ont moins de problèmes aujourd'hui dans l'intégration de notre pays sont les gens qui font la délinquance. Quelqu'un vole ici au Sénégal, demain il dort à Bissau, il se promène dans les rues, personne ne sait ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Quelqu'un vole à Bissau, il vient ici, personne ne l'arrête. Bon, donc on est en train de faire l'intégration dans les mauvais côtés, négatifs. Mais c'est rare avoir des sessions comme ça, discussions intellectuelles, voir des médecins, par exemple, sénégalais qui quittent ici, vont à Bissau construire des grandes cliniques, ou des Bissau guinéens qui sont dotés dans les maçonneries qui viennent ici pour faire les grands travaux. Je pense qu'il faut passer pour ça. Il faut qu'on change, il faut qu'on discute. Parce que quand on parle de Guinée-Bissau, notre première pensée, c'est un pays là où il y a des coups d'État. C'est les militaires qui viennent, c'est l'armée. Mais il y a des grandes valeurs qui sont à côté. Mais je pense qu'il faut aller dans cette sens. Je ne vais pas parler de notre agence qui est vraiment un symbole de coopération, d'intégration africaine, c'est que pensait Cabral. Quand il parlait de l'unité guinéenne et Cap-Vert, c'est l'intégration qu'il pensait. On n'avait pas ce que nous avons tous les moyens d'aujourd'hui. Mais nous, on a fait, c'est un exemple qui existe entre Guinée-Bissau et Sénégal. Ça montre aussi que, donc, quand on partage la géographie, quand on est commun en géographie, c'est plus facile. Donc, disons notre intégration. Aujourd'hui, on a cette agence qu'on travaille, les Sénégalais, les Bissau-Guinéens, on fait des recherches. Et nous espérons, Inch'Allah, s'il y a la découverte pétrolière, nos pays vont profiter des ressources qui existent.
sans aller dans une contradiction de conflit bellicistique. Bon, ça c'est des petites observations que je voudrais faire, mais j'ai une question aussi à faire le président de terre, parce que si on lit les souverains du Cabral, une des choses qu'il disait, c'est que donc, la lutte à venir de la libération, ce n'était pas simplement pour nous donner l'indépendance, là on allait avoir un drapeau et avoir la hymne nationale. Mais ce qu'on voit en Guinée-Bissau, c'est que c'est passé pendant 40 ans. Est-ce qu'on ne peut pas demander on ne peut pas demander, est-ce que Guinée-Bissau n'a pas resté seulement avec l'hymne national et le drapeau, et l'indépendance est partie vers le Cap-Vert. Comment donc ajuster cette situation? On a eu combien d'élections? 3 élections démocratiques. Mais aucun gouvernement n'est arrivé à la fin. Toujours, aucun président élu n'a pas arrivé à la fin de son mandat. Donc on demande, qu'est-ce qui se passe? À nos gens, les sociologues, les intellectuels, les rechercheurs dans le domaine social, nous sommes dans le domaine plutôt de ressources naturelles, mais comment on peut expliquer ça au point de vue du Cabral? Donc, je ne veux pas m'allonger sur ça, donc c'est des remarques, féliciter les secteurs. Peut-être demain même je viendrai ici parce que c'est un thème très intéressant qui sera débattu. Et nous voudrons aussi voir ça un peu, parce qu'on ne voit pas, on le savait, beaucoup de gens ne savent pas des événements qui se passent dans cette salle. Merci beaucoup, merci le président, merci l'animateur. Permettez-moi tout d'abord de remercier le français pour ce dialogue. Je pense que c'est une satisfaction totale de voir un jeune africain animer nos conférences. Merci beaucoup. Je voulais m'expliquer sur 2 points qui me semblent extrêmement importants. Tout à l'heure, notre intervenant l'a soulevé, c'est le problème de la formation de nos armées, surtout les armées africaines. Je pense qu'il nous faut des armées professionnelles, parce que c'est extrêmement important. M. Julio tout à l'heure a parlé du fait que quelqu'un peut commettre un crime ici et aller à Guinée-Conakry ou à Bissau, parce que tout simplement il manque ce qu'on appelle l'interconnectivité. Et pourtant, quand l'Union européenne nous demande de le faire, on le fait parce que moi je voyage 4 fois en Guinée-Conakry et à chaque fois à l'aéroport on me photographie. Et quand je demande au policier, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis que bon, c'est un nouveau système de base de données que l'Union européenne nous a demandé de faire. Donc ce qui veut dire que quand on nous demande de le faire, on le fait, mais quand c'est à nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est extrêmement important. Deuxième point, c'est ce que le professeur a dit tout à l'heure. Il a parlé de l'écart qui existe entre nos élites intellectuelles et la population. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu anglophone. Donc, il y a un écart. Quand les intellectuels africains parlent, on dit qu'ils ne prennent pas en considération l'élément culturel, qui est extrêmement important. Et le colonisateur nous a abattu en utilisant l'élément culturel. C'est ça. C'est quand vous voyez des gens comme Cheikh Ahmadou Bamba, notre chef, comment il a réussi. Parce que tout simplement, il a pris en considération l'élément culturel. Ça, c'est important. Il faut dire à la jeunesse africaine, vous pouvez être éduqué dans n'importe quelle langue et incarner le savoir et la connaissance qui est tout à fait indépendant de l'élément, de l'expression écrite. C'est extrêmement important parce que cela se passe même les gens qui sont éduqués par l'Occident. Et même mes amis, les arabisants et les gens de Dara, c'est le même complexe. Quand vous parlez arabe, vous pouvez mettre le djembé danser. Quand vous parlez arabe, c'est bon. Voilà, la religion accepte cela. Cela fait que c'est cet élément-là de complexité culturelle qu'il faut enlever. Et je voudrais un peu taquiner le syndicaliste là. Je pense que c'est important pour le gouvernement de laisser tout le monde exprimer leur de manifestation parce que c'est la liberté. Nous avons trop combattu pour cela, pour revenir. Et cela, il faut que tout le monde, il faut que ceux qui étaient là, quand Maître Wade était ici, en train de défendre cette idée-là, il faut qu'on tous, nous serons debout pour défendre la même chose. Mais vous aussi les enseignants, je pense que parfois, on prend en otage les élèves sénégalais, et ça quand même c'est pas juste. Vous discutez avec le gouvernement, vous prenez des décisions et demain matin vous dites les élèves allez à l'école. Alors, eux aussi je pense qu'ils ont leur mot à dire parce que c'est l'avenir, c'est leur avenir et c'est extrêmement important. Et merci beaucoup. Amadou Diagne. Bonsoir tout le monde. Je m'associe aux félicitations
Il faut aussi dire, quand je dis tantôt que nous avons connu une colonisation rétrograde, et quelqu'un m'a rappelé qu'il n'y a pas une autre colonisation qui ne soit pas rétrograde, mais la nôtre était très particulière, dans le sens où nous avons été colonisés par un pays, le Portugal, qui était l'un des plus arriérés de l'Europe. Un colonialisme obscurantiste en 1960, quand nous avons commencé la guerre, plus de 70% des Portugais ne savaient pas lire. Et quand Cabral a commencé la guerre en Guinée-Bissau, ils étaient quelques-uns qui savaient lire, qui étaient des cadres formés qu'on comptait sur le doigt d'une main. Donc vous voyez d'où nous sommes partis, le chemin qu'il y avait à parcourir pour arriver à structurer une armée, un mouvement, conquérir l'indépendance, ensuite gérer l'État. Vous savez, dans l'histoire, il y a quelque chose qui est très simple. C'est plus simple de lutter contre quelque chose, et nous sommes très forts pour lutter contre, mais pour lutter pour, ça c'est une autre histoire. On avait un ennemi objectif à abattre. C'était les forces coloniales portugaises. Et pour ça, les Bissau-Guinéens ne font pas par quatre chemins. On avait réussi ça. Maintenant, pour lutter pour le développement, un ennemi invisible, très complexe, avec des gens qui n'étaient pas toujours bien préparés, une difficulté que vous avez soulevée, de changer sa veste de révolutionnaire pour l'homme politique. Et c'est toute une autre histoire. Donc il faut connaître ce genre de débats, sont très importants pour nous permettre de connaître avant de juger. On voit la Guinée-Bissau aujourd'hui comme un instantané, voilà la société aujourd'hui, mais sans comprendre toute notre trajectoire pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer, je ne justifie pas. Je ne justifie pas beaucoup de choses qui sont passées chez nous, mais ça explique un peu comment nous en sommes arrivés. La question de l'armée, d'ailleurs, d'abord, le chef de transposition de l'expérience de la lutte armée pour la post-guerre, ça n'a pas été une réussite dans le sens où, d'abord, ce que j'appelais une expérience, un laboratoire d'expérience. Dans une situation de guerre, dans une petite partie du pays. Une partie du pays, ce n'était pas petit, une partie du pays. Il faut dire, quand le pays a accédé à l'indépendance, il y avait toute une autre partie qui était contrôlée par le Portugal. Les villes essentiellement, parce que la guérilla était rurale, c'était dans le maquis. Il y avait une partie de la population qui n'était pas familiarisée, qui n'était pas préparée. Et il y a un aspect très encore marquant, c'est l'exode. Tous nous avions comme cadre ayant une certaine expérience de la gestion étatique. Beaucoup ont été, les militaires par exemple, qui servaient dans l'armée coloniale portugaise, 65 000 commandos africains portugais étaient sur la Guinée-Bissau, donc plus de la moitié étaient des Africains. Ils étaient tous soit tués, soit exilés. Beaucoup sont venus ici au Sénégal et d'autres partis au Portugal. Le Cap-Vert, lui, avait intégré les Cap-Verdiens qui ont servi à l'armée coloniale portugaise dans l'armée du PAIGC. Les fonctionnaires de l'État colonial, PAIGC est arrivé, mouvement révolutionnaire, les a fait peur, il a tué certains, sont exilés. Donc nous nous sommes retrouvés à l'indépendance avec un État géré sans cadre pour nous gérer. Ils ont fait venir beaucoup de Cap-Verdiens du Cap-Vert pour remplacer ce que les gens craignaient, pour remplacer justement le Portugais. Alors ça a créé toutes sortes de problèmes, le rappel du passé, et ça a conduit à ce que quelqu'un ici m'a demandé le 14 novembre 80, qui est le coup d'État qui a mis fin à l'hégémonie capverdienne sur la Guinée-Bissau. Donc la rupture était consommée.
Maintenant, la question de l'armée. Nous avons un mouvement de libération. C'était des guerriers passés après l'indépendance, transformés en une armée irrégulière. Ce qui n'a pas été encore réussi. Le mode de recrutement, l'équipement, la formation, etc. Il y a beaucoup de choses à faire pour que cette armée soit une armée régulière. Maintenant, vous me demandez s'il y a de l'argent pour ça. C'est toute la question qui se pose, parce que cette armée a besoin de garanties. Partout où vous avez les hommes d'armes au pouvoir, ils ne quittent pas comme ça, par vos dossiers, parce que vous avez un beau discours. C'est des gens qui ont besoin de garanties pour eux et pour leur famille, pour partir à toute quiétude. Nous avons en Guinée-Bissau deux légitimités. La démocratique et guerrière. Et souvent, la légitimité guerrière s'oppose à la légitimité démocratique. En disant que la démocratie, on peut avoir l'achat de conscience, on peut corrompre les gens, mais la légitimité guerrière, c'est un don de soi. Moi, je combattais, je donnais ma vie, etc. Donc, je dois dans ce pays. Et nous arrivons dans une situation où cette logique prend le pays en otage. Donc, ce que vous avez dit, c'est M. Ganou, qui est un connaisseur visiblement de nos problèmes bissau-guinéens. Cabral, quand il parlait du suicide de la petite bourgeoisie, question de classe, il réfléchissait à l'époque en termes de lutte de classe. Mais quelle classe avons-nous en Guinée-Bissau? C'était des modèles souvent aussi qu'il faut revoir, n'est-ce pas? Il existe une petite bourgeoisie qui continue à dominer l'État et l'économie du pays. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que cette question de cadre qu'a-t-il guinéen, ça c'est avéré, n'est-ce pas, que les Guinéens étaient sur le pont de Cap-Verdier à la diplomatie, etc. C'est des faits qui étaient liés aussi au niveau de préparation, de la préparation des gens qui constituaient le mouvement de libération. Je n'ai pas, il y a beaucoup de commentaires, puis peu de questions, mais la question de l'éducation dans les zones libérées, c'est vrai que c'est exemplaire, j'ai rappelé ça, et c'est un problème que nous avons. L'éducation, le système éducatif de Guinée doit complètement être changé aussi. Donc, la question des femmes, nous avons une situation très particulière. La lutte a fait que les femmes ont occupé une place prépondérante dans la société. Elles ont prouvé ce dont elles étaient capables, donc c'est une place conquise. Ce n'est pas par le politiquement correct où on prend, on dit on veut un certain quota de femmes. Les femmes ont conquis une place donc, qui est la leur. Voilà, je ne sais pas si je peux répondre à toutes vos préoccupations, mais les questions sont complexes comme le problème de notre société. Je pense que, en tout cas pour moi, je suis vraiment très content et je remercie encore une fois cette opportunité. Il faut que ce genre d'occasion se renouvelle pour qu'on apprenne à se connaître. Mon compatriote Jules a soulevé certaines questions. Cabral l'avait entrevu, mais qu'il n'a pas eu le temps de. L'indépendance n'était pas uniquement avoir un drapeau et une nationale. C'était beaucoup plus que ça. Mais nous avons oublié cet aspect-là. Les délices de l'État dont il parlait, etc. Donc nous a conduit là où nous sommes. On va s'en sortir, Inch'Allah. Donc, je remercie en tout cas ce qui me concerne, la présence de tous et la patience que vous avez eue pour nous écouter. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous avons appris aujourd'hui à mieux connaître, en tout cas la Guinée-Bissau, à mieux connaître ses problèmes, ses défis, et surtout savoir qu'il y a en Guinée-Bissau des personnalités, des intellectuels qui sont capables d'analyser et qui peuvent porter l'espoir de ce pays-là. Parce que c'est ça, je crois, qui est aussi important. Nous sommes familiers, évidemment, d'anciens militaires que nous respectons beaucoup, parce que ce sont ceux qui ont combattu dans le PAIGC.
Nous avons également beaucoup de narcotrafiquants, on n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai que ça existe en Guinée-Bissau et ça ce n'est pas bien. Et il n'y a pas que cela en Guinée-Bissau. Il faut que les Sénégalais le sachent. Il y a là-bas aussi des cadres, il y a des intellectuels, il y a des patriotes qui aiment leur pays et qui sont prêts à relever l'héritage de Cabral, et je pense que vous en faites partie. Nous avons été fiers cet après-midi de vous avoir écouté, de vous avoir entendu. Votre ambassadeur ici nous rassure, c'est la même veine, c'est vrai que c'est un chercheur, mais je crois aussi de cela c'est un patriote, les Giglio Baldé, Madame Seck, tout cela nous montre que la Guinée-Bissau doit vivre. Il n'y a pas que les talibés que nous recevons ici. C'est vrai que c'est un problème, mais tout cela va encourager les Sénégalais à mieux prendre en charge donc, cette question des talibés. Voilà ce que je voulais dire, M. Ousmane Sène. Merci encore une fois. Et je crois que vous êtes dans la bonne direction. Et merci à tous ceux qui ont voulu assister à cette conférence. Je crois qu'on va multiplier ça à très bientôt. Voilà. Alors, si vous permettez une petite annonce, je reviens à ce que j'avais dit au départ. Je crois que ce livre-là mérite d'être traduit. Écoutez, très honnêtement, si je savais que